Chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Daniel Pouilly, qui vient de rédiger un récit, un livre d'histoire à la fois tout à fait passionnant et émouvant, intitulé Le Troisième Rubicon. Derrière ce titre se cachent en fait trois étapes de la vie de son père, quand celui-ci a rejoint la France libre en 1940, quand il a rejoint De Gaulle en 58 au moment du 13 mai, et enfin quand il a rejoint l'OAS en 1962, à l'époque où se terminait la guerre d'Algérie. Alors c'est un récit donc tout à fait passionnant, je l'ai dit, parce qu'il nous renvoie à une époque qui commence aujourd'hui à s'éloigner. L'année prochaine, il y aura 60 ans que l'Algérie française s'est terminée. Une époque mal connue, une époque à propos de laquelle on a raconté beaucoup de sottises, une époque pour laquelle le préjugé, l'idée reçue domine encore trop souvent. Donc il s'agit d'un témoignage tout à fait passionnant d'un auteur qui était jeune homme en 1962, qui a quitté l'Algérie donc dans les conditions que l'on sait à cette date, et qui s'était promis de rétablir un jour la vérité sur les événements qu'il avait vécus, et il le fait à travers le récit, à travers le parcours qui a été celui de son père, à travers les différents événements que j'ai évoqués tout à l'heure. Daniel Pouilly a une formation juridique, il a fait carrière dans la banque, et arrivé à l'âge de la retraite aujourd'hui, il a tenu à mettre par écrit tout cela, à raconter tout cela, à la fois pour son fils, pour transmettre en quelque sorte ce qu'avait été son expérience, et aussi parce que ces événements peuvent résonner aujourd'hui comme un cri d'alarme par rapport à la situation que nous connaissons. Alors, les choses commencent donc, Daniel Pouilly, en 1940. Alors, 1940, évidemment, c'est le désastre que l'on sait. Au printemps, en mai-juin 40, la France s'effondre un petit peu contre toute attente. Et votre père, à ce moment-là, où est-il, qui est-il, et quels vont être ses choix? Eh bien, il refuse la défaite. Bien qu'ayant été élevé dans une famille tout à fait traditionnelle et donc suivant la légitimité, et il passe la ligne de démarcation, il s'en va en Afrique, et il rejoint l'armée Leclerc naissante qui est dans le Tchad à ce moment-là. Il participe au fameux serment de Koufra. Oui. Et puis ensuite, toute la campagne qui suit, Libye, Tunisie, débarquement de Normandie, libération de Paris, libération de Strasbourg, où il est blessé, où il s'arrête. Mais au moment où il est passé à Oran, en Algérie, pour le départ pour la Normandie, il a connu une jeune femme pied noir, il s'est marié avec elle, et donc à la fin de la guerre, n'ayant pas de métier parce qu'il est parti très jeune, et n'ayant pas d'attache particulière qu'il souhaite maintenir en France, puisqu'il était un peu plus qu'un peu en désaccord avec son père, qui lui était resté légitimiste et donc du côté de Vichy, il décide de s'installer en Algérie, et c'est comme ça que l'histoire commence. Oui, alors en effet, il y a là un phénomène de rébellion, parce que 1940, il faut rappeler le titre du livre fameux d'Henri Amouroux, 40 millions de pétainistes. La France de l'été 40, c'est une France qui est soulagée à l'annonce de l'armistice. Alors voilà, un jeune homme, il y en aura quelques autres comme lui, on les retrouvera le 11 novembre à la manifestation de l'Arc de Triomphe, par exemple. Voilà un jeune homme qui fait le choix de continuer la lutte. Ils ne sont pas très nombreux à l'époque. Ils ne sont pas très nombreux, ils sont assez seuls, et c'est d'ailleurs ce qui va un peu justifier le fil conducteur que je choisis pour ce bouquin. C'est que mon père présente la caractéristique assez peu rencontrée, de moins en moins d'ailleurs au fur et à mesure des événements, d'avoir à 3 reprises en à peine 20 ans
franchi le Rubicon, c'est pour ça que j'utilise ce titre, devenu rebelle à son pays, 3 fois en moins de 20 ans, et chaque fois, ceux qui l'ont fait sont de moins en moins nombreux, puisque ceux qui étaient au départ ne sont plus tout à fait aussi nombreux en 58 et ne sont encore moins nombreux en 61, 62 dans l'Ouest. Mais je l'appelle le 3e Rubicon parce que pour lui, cette 3e rébellion va être la plus difficile, la plus dramatique, la plus destructrice, parce qu'elle est en opposition complètement avec les 2 premières. Les 2 premières ont été inspirées par De Gaulle, la 3e est contre l'inspirateur des 2 premières. Et ça a été très difficile pour eux à vivre. Et alors, en 1940, comment fait-il pour gagner l'Afrique du Nord ? Il passe la ligne de démarcation à Bourges. Et là, j'avoue que dans ce livre, j'ai un peu je manque un petit peu d'éléments, d'informations précises, sur la manière dont il a franchi. J'ai beaucoup discuté avec lui. C'est un passage sur lequel il ne s'est pas souvent arrêté pour me dire comment. Il va, j'ai des éléments. Il va à Vichy. Parce qu'il a passé la ligne de démarcation avec une lettre de son père, qui est à ce moment-là officier, qui est commandant, et qui l'envoie rejoindre un de ses amis qui est dans le groupe des officiers qui conseillent Pétain. Ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que cet officier-là est un des premiers à commencer à monter des réseaux de résistance, et au lieu de l'engager dans l'armée de la collaboration, il va lui fournir la filière qu'il lui faut pour partir dans le Tchad. Il l'intègre au 1er régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad, qui va devenir ensuite le régiment de marche du Tchad dans la 2e DB. Alors, à Vichy, à l'époque, pourtant, c'est le maréchal Pétain. Pour quelqu'un qui vient d'une famille militaire, a priori, il y a un prestige, effectivement, du vainqueur de Verdun, et il fait le choix d'un De Gaulle que personne ou presque n'avait entendu lors de son appel du 18 juin. Oui, il fait même le choix de s'engager dans cette poursuite des combats, alors qu'il n'a même pas entendu l'appel de Gaulle. Oui, comme la plupart des gens d'ailleurs. Et qu'ensuite, l'appel va intervenir, et bien évidemment, il va être, il va suivre là-dedans. Mais quand il le fait au départ, c'est en rupture complète. Et plus qu'en rupture, il s'est brouillé avec son père à cette époque-là, parce qu'il considérait que, comme peu de Français à l'époque l'ont considéré, qu'après tout, on avait baissé les bras avant de s'être battu complètement comme il fallait, et qu'il fallait continuer le combat, et que du moment que le drapeau français flottait encore quelque part, eh ben, il fallait aller le rejoindre et continuer à se battre. Et donc il rejoint l'Afrique noire. Donc, pour se retrouver... Il arrive à Fort-Lamy. Pour se retrouver sous les ordres de Leclerc, au Tchad, et puis participer à cette campagne, marquée notamment par les combats livrés aux Italiens, marquée par le fameux serment de Koufra, selon lequel les hommes de Leclerc s'engageaient à libérer Strasbourg, pas cesser le combat avant d'avoir libéré Strasbourg, ce qui sera chose faite à la fin de 1944. Alors, là, le voilà qui va débarquer en France. Alors, vous m'avez dit, il va débarquer en Normandie. Alors, qu'en est-il exactement? Alors, parce que le 6 juin 1944, il y a seulement la petite poignée des commandos marines du commandant Kieffer qui débarque en Normandie à Ouistreham. Le débarquement de la 2e DB de Leclerc, ça intervient plus tard. Ça intervient début août. C'est ça. Et donc, il débarque début août avec la 2e DB. Il fait toute la campagne de Normandie. Jusqu'à Paris. C'est-à-dire notamment la poche d'Alençon. Alençon est couché, Argentan, Domfront, voilà. Jusqu'à Paris. Oui. Puisqu'au dernier moment, on les déroute. De Gaulle a réussi à obtenir l'accord des Américains pour que
La deuxième DB rentre dans Paris et libère Paris. Et donc, il est aux portes de Paris le 25 août. Parce qu'il était au moment où se soulevait aussi la préfecture de police. Absolument. Et puis également les résistants de Rol-Tanguy. C'est l'insurrection parisienne, donc de la fin août 44. Je cite dans le livre une de ses paroles qui m'a toujours marqué, justement sur cet événement-là, où aux avant-postes, la veille de l'entrée dans Paris, on leur dit « Vous aurez peut-être à vous battre contre des gens qui ne portent pas l'uniforme allemand. » Parce qu'à ce moment-là, on craint un soulèvement de la part des communistes et de Rol-Tanguy dans Paris, et on craint que les communistes prennent le pouvoir. Et donc on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Ah oui. Donc il y a une incertitude sur le déroulement des événements. Et puis après, on connaît l'histoire, libération de Paris, voilà. Et qui représentait un enjeu évidemment essentiel, notamment pour asseoir la légitimité de Gaulle. Voilà. Et il participe, je le cite dans le livre aussi, j'en parle beaucoup dans le livre, il participe à l'entrée dans l'hôtel Meurice, où on arrête le général von Choltitz. Alors, donc Paris est libéré, la campagne se poursuit avec la deuxième DB toujours, donc j'imagine les combats de Dompère dans l'est de la France, et puis ensuite on fonce sur Strasbourg pour s'en emparer. On y reste malgré les réticences des Américains, et puis après c'est la campagne de l'autre côté du Rhin, en Allemagne. Lui n'est plus concerné, car il a été blessé. Il est blessé à Strasbourg, grièvement, à l'attaque du fort Kléber, et la guerre s'arrête là pour lui. La campagne s'arrête pour lui, donc il est évacué fin 44. Fin 44. D'accord. 23 novembre 44. Et alors ensuite, la guerre va se terminer, et il ne reste pas dans l'armée. Après ce premier parcours, il est fortement tenté. De 4 ans. Il est fortement tenté. D'autant qu'il est fils de militaire. Il est fortement tenté de rester dans l'armée, d'autant plus que Leclerc qui vient d'être envoyé en Indochine, recrute parmi ses anciens hommes pour partir en Indochine. Mais lui s'est marié, il a un enfant, en l'occurrence moi-même, et son épouse ne souhaite pas du tout qu'il reparte prendre le sac et s'en aller pour une nouvelle campagne. Donc il est démobilisé. Et il s'installe en Algérie où il entre dans la police. Il entre dans la police et il va faire carrière en Algérie dans la police. Donc aux premières loges, pour suivre l'évolution des événements, dès 45 les affaires de Sétif, ensuite dans le contexte général de la décolonisation, les premiers signaux qui annoncent la révolte de la Toussaint Rouge de 54, les massacres du Constantinois de 1955, et là, ce garçon qui était un métropolitain donc d'origine devient un farouche partisan du maintien de la France en Algérie. Il a notamment évalué ce qu'était le FLN, c'est-à-dire une minorité terroriste qui, au nom du nationalisme algérien, va chercher à s'imposer, y compris à la population musulmane, par la terreur. Donc le scénario tout à fait classique. On a vu un certain nombre de métropolitains qui se sont en fait ainsi convertis à l'Algérie française. Il va même devenir curieusement, je dirais presque plus pied noir qu'un pied noir, parce qu'il y a une sorte, à la fois en tant que gaulliste et à la fois en tant que métropolitain, il y a une sorte de complexe qui se crée chez lui, une sorte de, entre guillemets, de honte de la manière dont la France se conduit vis-à-vis de l'Algérie et vis-à-vis des Pieds Noirs, et il va devenir, déjà en 58, il va s'engager fortement dans ce semblant de coup d'État qui va démarrer et qui très vite va s'arrêter puisque De Gaulle va être appelé de manière démocratique ou républicaine au pouvoir. Mais il va ensuite s'engager beaucoup plus, énormément, et vraiment jusqu'au bout, dans ce qui va être la dernière révolte, parce que là, il s'estime
subir de la part de Gaulle, ce qui était incroyable pour lui et pour tous ceux qui étaient comme lui, une trahison insupportable. Et alors, en 58, quelle est la forme que prend son engagement dans la perspective du retour de Gaulle au pouvoir? Il a gardé ses liens avec un certain nombre de personnes des réseaux de la France libre. Et il a été au RPF peut-être aussi? Non, dans jamais engagé politiquement. Non. Jamais engagé politiquement. Non, la politique n'était pas son objet. Il le faisait par patriotisme, mais sûrement pas par politique. Par esprit partisan. Ouais. Et il s'engage dans les réseaux qui vont se mettre en place à ce moment-là, devant la faillite de la 4ème République, animé évidemment par des gens qui viennent de la métropole et qui soutiennent De Gaulle, et il va s'engager dans ces réseaux-là de manière très concrète, puisque le jour pas du 13 mai, parce que ça se passe le 13 mai à Alger, mais ça se passe le 14 à Oran, il prend lui-même le central télégraphique d'Oran, de la même manière que ça s'est passé pour la radio, pour le central téléphonique, etc., etc. Mais très vite, ça s'arrête, parce que cette révolution qui a démarré va très vite être confirmée par le pouvoir parisien. Et le 15 mai, Soustelle Delbecq viennent souffler aux généraux, général Salan. Et Salan lance le fameux Vive de Gaulle, lancé sur le forum. Voilà. En ce mois de mai 58, où il faut le rappeler quand même, il y a eu un réel phénomène de fraternisation dans la rue entre les pieds noirs et puis les populations musulmanes, dans la perspective d'un éventuel retour de Gaulle. On attend beaucoup de Gaulle à l'époque. Peut-être trop d'ailleurs, mais on attend beaucoup de Gaulle, dont il faut rappeler que déjà pendant la guerre, son discours de Brazzaville avait été perçu par les colonisés comme ouvrant une perspective à de futures indépendances dans le monde nouveau qui est en train de se mettre en place. C'est un sujet sur lequel je me suis arrêté particulièrement dans ce livre, parce que je crois qu'effectivement il y a beaucoup de fausses idées répandues concernant De Gaulle sur le sujet, et il y a particulièrement une question qui en tout cas intéressait les gens comme mon père, c'est: De Gaulle avait-il menti dès le départ en disant ce qu'il a dit le discours de Mostaganem, bien sûr, la Mostaganem française, ou bien a-t-il changé de politique en route? Et j'écris un chapitre sur lequel j'ai pas mal travaillé, où je donne ma conviction, parce que je crois qu'elle est assez clairement établie, sur la manière dont De Gaulle a géré ce problème, qui démontre qu'il a menti dès le départ. Parce qu'après tout, il y a quelque chose qu'on sait assez peu et que je souligne dans ce livre, c'est que dès 1934, vers l'armée de métier, il souligne la manière dont l'homme politique doit se comporter, et il décrit exactement ce qui va se passer ensuite pour le c'est machiavélien. Voilà. Et puis De Gaulle n'a pas de tradition coloniale dans sa carrière aussi. C'est pas un officier qui s'est intéressé beaucoup aux colonies. Il a eu un passage bref au Liban, je crois, dans l'entre-deux-guerres, et c'est tout. Il n'est pas dans cette vision impériale qui a été celle de beaucoup de militaires durant l'entre-deux-guerres et après. Alors, De Gaulle donc met en œuvre l'évolution que l'on sait. À partir de quand est-ce que votre père bascule de nouveau dans la rébellion vis-à-vis du pouvoir établi? C'est une vraie question que à laquelle j'ai essayé de répondre. Le point de départ, c'est le discours du 16 septembre 59. 59, l'autodétermination, oui. Où là, il commence à avoir des doutes. Mais son gaullisme chevillé au corps ne lui permet pas à ce moment-là de vraiment décider, d'entrer en dissidence. Et il hésite beaucoup, et il consulte, et il se retourne, il en souffre énormément, et il arrive un moment où il comprend que
De Gaulle ne suit plus la route pour laquelle, en définitive, on l'avait rappelé, oui. et il bascule dans le camp d'autant plus facilement qu'il a retrouvé, à travers les différents événements, un de ses fidèles amis qui était déjà avec lui, qu'il avait rencontré au Tchad, qui lui est resté dans l'armée, qui lui est dans un régiment parachutiste, et qui lui va participer à la mise en place, au putsch de 61. Et ensuite la mise en place de l'OAS. Alors, votre père, c'est à Oran qu'il rejoint l'OAS et qu'il va engager cette lutte-là. Oui. Et alors, comment les choses se terminent-elles pour lui en 1962 ? Alors en 1962, moi quand je quitte Oran à la fin du mois de mai 1962, je suis quasiment sûr que je vais bientôt être orphelin, qu'il est sur une liste noire dressée par l'UFLN et il va sûrement pas, et tous ses amis pensent qu'il n'arrivera pas à sortir d'Algérie. Il y arrive de manière assez miraculeuse, car il ne quitte pas l'Algérie pour une raison simple, c'est qu'il est policier, que pour retrouver son métier quand il rentrera en France, son poste quand il rentrera en France, il lui faut un ordre de mutation dûment signé. Cet ordre de mutation, il ne l'a pas eu, et il va aller le chercher quasiment les armes à la main dans la préfecture d'Oran qui est en flammes, parce que son dossier lui a jamais été transmis, et il ne pourra partir qu'à ce moment-là. Et donc il reste à Oran jusqu'au 20 juillet. Ah oui, en effet, oui. Il subit le fameux 5 juillet. Donc il est sur place quand on lieu les massacres. Et il est sauvé par un ancien collègue musulman qui lui dit la veille: ne reste pas à Oran demain, il va se passer des choses, tu risques d'être très mal, donc sauve-toi et ne passe pas la journée de demain à Oran, la fameuse journée du 5 juillet. La journée des fameux massacres qui ont été bien mis en lumière ces dernières années, notamment par notre ami Jean Monneret, qui est venu en parler plusieurs fois à l'antenne. Hein. Alors il y a un passage dans votre livre que je voudrais citer, car nous arrivons à la fin de notre enregistrement. Vous prêtez à votre père un certain nombre de propos que vous transmettez vous-même à votre fils concernant la période en question, et ça résume parfaitement l'esprit de votre livre. Alors je voudrais le lire. Par différentes initiatives ces temps-ci, l'islam cherche à faire admettre en Europe que toute forme de critique contre lui doit être punie en tant que crime raciste. Le fin de la subversion, c'est de conduire les victimes à défendre et à justifier les attaques dont elles sont l'objet. Prenons-y garde. Il y va de nos valeurs, de nos libertés, de notre mode de vie, de l'avenir de nos enfants. Aurons-nous les moyens d'affronter un phénomène auquel rien ne nous a préparés ? En effet, la terrible maladie dont nous souffrons face à l'islamisme, c'est d'avoir perdu toute foi. Amolis par une civilisation du bien-être, nous oublions les racines de notre propre civilisation. Nous n'avons plus de credo. Une civilisation qui perd confiance en elle-même jusqu'à perdre le goût de se défendre entame sa décadence. Le combat contre ses ennemis ne peut pas être du seul ressort de la justice et des forces de l'ordre. Il doit être pris en compte par chaque citoyen. Toute communauté a besoin pour perdurer d'un ensemble de valeurs qui transcendent les individus et donnent un sens à leur existence. C'est ce qui nous a manqué en 1940. Prenons garde que de nouveau, dans les années qui viennent, ce soit là que le bas blesse. Donc voilà, je crois, une conclusion qui en dit long sur l'esprit qui vous a animé dans la rédaction de ce récit, hein, ce récit que vous faites du parcours exemplaire de votre père. La situation telle qu'elle se présente actuellement, elle suscite chez vous quelle réaction, quelle analyse au vu de l'expérience qui a été la vôtre, je le rappelle, quittant l'Algérie âgé de 16 ans en 1962. Beaucoup de pessimisme, mais néanmoins, je dirais presque, en faisant un parallèle avec l'Algérie, beaucoup d'angoisse par rapport à l'avenir, mais beaucoup de détermination sur le fait qu'il faut que nous sachions réagir, il faut que nous sachions nous retrousser les manches et reprendre le combat s'il faut reprendre le combat, sous quelque forme que ce soit. Je crois que, pour revenir et ça fera le parallèle avec la guerre d'Algérie, on n'a jamais vraiment vu dans la guerre d'Algérie la dimension religieuse,
Roger Vétillard, que vous avez reçu ici, a écrit un très beau bouquin là-dessus. Mais cette dimension religieuse de la guerre d'Algérie, elle était déjà présente dans le premier tout à fait. Communiqué que le FLN Bien fait sûr. en 1954, au moment du 1er novembre 50, quand il démarre. Et donc je crois que ça fait le pont avec votre question. Le même danger est devant nous. Et malheureusement, aujourd'hui, moi je suis assez pessimiste parce que je ne vois pas la France réagir comme il me semble qu'on le devrait. Mais gardons l'espoir. Eh bien, voilà une conclusion tout à fait pertinente à notre entretien. Merci Daniel Pouilly. Je rappelle le titre de votre livre, Le 3e Rubicon, Force française libre, 13 mai 58, OAS Oran, livre publié aux éditions Atlantis. Merci. Merci.